Constitution de 1958, elle a été faite sur mesure par et pour le général de Gaulle. Le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. Comment ça va marcher, ce nouveau monde? Comment ça va marcher, ce nouveau régime? Où est exactement le lieu du pouvoir? Depuis 1958, elle a surmonté toutes les crises. Nationale, internationale, alternance politique, crise économique, crise sociale, crise politique. Il faut des règles claires et qui permettent de savoir qui dirige et qui fait la loi. Si la Constitution de la Ve République pose des questions, c'est parce qu'elle a été conçue par le général de Gaulle et pour le général de Gaulle. C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle. Le 4 septembre 1958, le général de Gaulle présente aux Français la Constitution de la Ve République. C'est la 11e de notre histoire politique depuis la Révolution française. Une constitution, c'est la charte fondamentale d'un pays. C'est l'ensemble des règles qui gouvernent les institutions politiques d'un pays et qui fixent les relations entre les citoyennes et les citoyens et l'État. On peut vraiment dire que la Constitution, c'est une spécialité française. Les Britanniques n'ont pas de Constitution, leur système politique fonctionne sur la tradition, les rituels et quelques textes fondateurs. Et qu'en France, nous avons eu une bonne quinzaine de constitutions ou de chartes constitutionnelles ou de lois constitutionnelles qui ont défini nos différents systèmes politiques. Les Français ont besoin de Constitution. Si la Constitution de 1958 est née le 4 septembre, elle est surtout l'aboutissement d'un long processus historique. Il faut remonter très loin dans notre histoire, en réalité, à ce qu'on appelle la tradition bonapartiste. Il y a tout un courant de la vie politique française qui trouve qu'il faut un pouvoir exécutif fort, un homme fort à la tête de l'État, qui s'appuie directement sur le peuple, par le biais de l'élection ou du référendum qu'on appelait plébiscite à l'époque. Les expériences du Premier et du Second Empire ont profondément marqué la société française. La majorité des républicains rejettent le système impérial qu'ils assimilent à une dictature. Mais certains réclament un renforcement du pouvoir exécutif au nom du redressement national. C'est le cas notamment de Paul Déroulède, le président de la Ligue des Patriotes, qui réclame dans les années 1900 une république plébiscitaire. Il annonce déjà le système présidentiel de la Ve République. Il y a aussi tout un courant qui, finalement, sous la Troisième République, a pris la mesure des insuffisances de ce régime et qui veut le réformer. Et ce mouvement-là, en réalité, donc des intellectuels, des responsables politiques, Léon Blum, Tardieu, Millerand, Barthélemy, Capitan, pour ne citer que quelques universitaires ou responsables politiques, ont mis en place tout ce qu'il y aura de toute façon dans la Constitution de 1958. Le socialiste Léon Blum, par exemple, publie des lettres sur la réforme gouvernementale dans lesquelles il plaide pour un renforcement des pouvoirs du président du Conseil face à la Chambre des députés. Alexandre Millerand et André Tardieu voudraient renforcer les pouvoirs du président de la République et surtout qu'il ait le droit de dissoudre la Chambre. Quant au juriste René Capitan, qui deviendra ministre de la Justice sous la Ve République, il propose déjà de donner au chef de l'État des pouvoirs exceptionnels en cas de crise. Dès sa jeunesse, le général de Gaulle a lui aussi porté un regard critique sur le régime parlementaire. Un parlement qui, selon lui, parle trop et n'agit pas assez. Lorsqu'on débouche sur la guerre de 1914, le capitaine de Gaulle qui combat estime que le régime parlementaire est tout à fait incapable de conduire la guerre. Alors on connaît une lettre qu'il a adressée à sa mère en 1915 où il dit tout le mal qu'il pense du régime parlementaire. Le Parlement devient de plus en plus odieux et bête. Les ministres ont littéralement toute leur journée prise par les séances de la Chambre, du Sénat, ou la lecture des injonctions les plus saugrenues du premier marchand de vin venu que la politique a changé en député. Nous serons vainqueurs dès que nous aurons balayé cette racaille.
Depuis le secrétariat général de la Défense nationale, où il a été nommé en 1931, le général de Gaulle observe de près l'impuissance du système politique de la Troisième République. Il y a d'ailleurs une anecdote fameuse où le général de Gaulle, reçu par le président du Conseil, Léon Blum, au moment du Front populaire, voit sa conversation interrompue à plusieurs reprises par des coups de fil qui viennent de la Chambre des députés et qui obligent véritablement le président du Conseil, l'homme du pouvoir exécutif, finalement à se plier aux péripéties de la chose parlementaire. Et c'est là que le général de Gaulle comprend que ce système parlementaire est un système impuissant qui n'arrive pas à résoudre les problèmes parce qu'il est trop long, parce qu'il empêche celui qui exécute d'avoir le pouvoir nécessaire pour imposer sa décision. À la même époque, le général de Gaulle publie une série d'ouvrages. Le fil de l'épée, en 1932, Vers l'armée de métier en 1934, La France et son armée en 1938. Il y expose notamment ses idées sur l'autorité militaire et sur l'art de commander. Dans le premier, il écrit « Les hommes ne se passent point au fond d'être dirigés, non plus que de manger, boire et dormir. Ces animaux politiques ont besoin d'organisation, c'est-à-dire d'ordre et de chef. » Et au fond, c'est parce qu'il est un militaire, d'abord un militaire, qu'il comprend la nécessité et la force du commandement, qu'il veut transposer ce tropisme du commandement vers le monde politique, vers la fonction présidentielle. C'est-à-dire un président de la République qui serait le général en chef, un Premier ministre qui serait chargé de l'exécution comme chef d'état-major général, et puis des généraux dans les ministères dont chacun aurait à gérer son corps d'armée de fonctionnaires et les problèmes qui y sont afférents. À partir de 1940, le général de Gaulle joue un rôle majeur en tant que chef de la résistance. Il constitue un comité français de libération nationale, puis un gouvernement provisoire de la République française. À la Libération, celui qui apparaît comme le vainqueur de la guerre est profondément opposé au projet de l'Assemblée chargée de rédiger la nouvelle constitution de la 4e République. C'est pourquoi il démissionne le 20 janvier 1946 de la présidence du gouvernement et se rend à Bayeux, 5 mois plus tard, le 16 juin, pour exprimer son désaccord et exposer ses idées. Au chef de l'État, la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets, parce que c'est vis-à-vis de l'État tout entier que ceux-ci, comme celle-là, engagent les citoyens. Le discours de Bayeux, c'est d'abord une rupture avec ce projet de constitution élaboré par les assemblées parlementaires. C'est la dénonciation du régime des partis, c'est l'idée qu'on n'a pas construit un président de la République, guide de la nation, arbitre de l'intérêt national, mais un inaugureur de chrysanthème, comme De Gaulle l'appellera, que le pouvoir de l'État est dans les mains du Parlement, des partis politiques, des combinaisons, et donc qu'il n'y aura pas de pouvoir gouvernemental. Autrement dit, ce qui est esquissé à Bayeux, c'est une synthèse entre les deux traditions politiques que connaît la France depuis la Révolution, la tradition parlementaire qui a marqué les différentes républiques et la tradition autoritaire efficace qui a marqué les deux empires. Pour manifester son hostilité au régime des partis, le 14 avril 1947, De Gaulle décide de créer son propre mouvement politique, le Rassemblement du peuple français. Mais il s'agit que ce sentiment trouve un cadre dans lequel il puisse s'exprimer et qui lui permette de devenir une force susceptible de créer une atmosphère et d'appuyer une politique déterminée. À la surprise générale, les candidats gaullistes remportent haut la main les élections municipales d'octobre de la même année. Ses partisans se demandent alors si le général de Gaulle ne pourrait pas revenir au pouvoir. Mais le RPF, après un démarrage extrêmement positif, s'est essoufflé. Le général a dit à son entourage « on arrête, je n'arriverai pas à reprendre le pouvoir ». Il va commencer ce que l'on a appelé une traversée du désert, c'est-à-dire qu'il ne joue plus de rôle politique. Il n'accepte pas ces institutions. Il n'accepte pas ce jeu des partis politiques. Et il attend. Et en attendant,
il nourrit la réflexion. La 4e République, elle, est emportée dans un tourbillon incessant d'instabilité ministérielle et de compromis politiciens. On se levait le matin, mon père écoutait la radio, c'était pas encore les transistors, et on apprenait qu'il y avait un nouveau gouvernement. Alors c'était Félix Gaillard, Guy Mollet, c'était une ronde, en plus c'était les mêmes qui revenaient. J'ai été conseiller au ministère des Finances de 57 à 58. En un an, j'ai conseillé 4 ministres de Finances différents. Ramadier, Edgar Faure, Flimelin, Gaillard, etc. Il y avait faillite politique du régime et faillite économique, la France étant endettée jusqu'au cou. Il y avait un malaise, le manque d'autorité de l'État. On ne reconnaissait pas l'État tel qu'il devrait être. La guerre d'Indochine, puis à sa suite le conflit en Algérie ont déstabilisé la 4e République. À Alger, le 13 mai 1958, le jour même où un nouveau président du Conseil, Pierre Fimelin, doit être investi à Paris, des manifestants s'emparent du palais du gouvernement général. C'est un véritable coup d'État mené par les partisans de l'Algérie française et par une partie de l'armée. Dans l'ombre, les hommes du général de Gaulle, notamment Lucien Neuwirth et Léon Delbecq, s'activent pour tirer profit de la situation. Ils suivent de très près tous les complots qui se déroulent en Algérie, avec l'idée que le jour où un de ces complots va provoquer un coup de force en Algérie, il faudra faire dériver le système vers l'appel au général de Gaulle comme le sauveur de la nation qu'il a déjà été en 1940. Les milieux gaullistes ont repris espoir et se sont mobilisés. Le général de Gaulle sort le lendemain de son silence. Le 15 mai, voyant que rien ne se produit, il va publier un communiqué où il déclare in fine qu'il est prêt à assumer les pouvoirs de la République pour résoudre la question. Depuis 12 ans, la France, aux prises avec des problèmes trop rudes pour le régime des partis, est engagée dans ce processus désastreux. Naguère, le pays dans ses profondeurs m'a fait confiance pour le conduire tout entier jusqu'à son salut. Aujourd'hui, devant les épreuves qui montent de nouveau vers lui, qu'il sache que je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République. 4 jours plus tard, le général de Gaulle donne une conférence de presse au Palais d'Orsay. Aux journalistes qui s'inquiètent de l'éventualité d'une dictature, il lance. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ? Lorsqu'effectivement il dit ou il répond aux journalistes qu'il ne va pas commencer une carrière de dictateur, c'est tout simplement aussi pour dire ce n'est pas parce que je veux faire en sorte que le président de la République soit un véritable chef de l'État, chef de l'exécutif, que pour autant je vais renier les principes démocratiques. Sur l'échiquier politique, le général stratège avance ses pièces. Dans sa volonté de conquérir le pouvoir, rien ne semble l'arrêter. 28 mai, le général de Gaulle publie un communiqué déclarant, contre toute réalité, qu'il a entamé la constitution d'un gouvernement régulier de la République. Le général de Gaulle, donc, va profiter des circonstances, prendre de vitesse ceux qui sont au pouvoir à l'époque, convaincre, et ça c'était très important, le président de la République de l'époque, René Coty, de l'appeler au pouvoir. Face à une République qui se désagrège, ce dernier n'a plus le choix. Il va prendre l'initiative le 29 mai de faire appel au général de Gaulle. En échange, celui-ci exige dès le début les pleins pouvoirs et une révision constitutionnelle. Le 1er juin 1958, comme le veut la tradition de la 4e République, il doit alors se présenter devant l'Assemblée pour obtenir son investiture. Il essaye au début de ne pas y aller. Il dit même à Guy Mollet, je suis agoraphobe, donc je ne peux pas y aller. Et Guy Mollet lui dit, mais mon général, si vous ne venez pas devant le Parlement, ça sera vécu comme un coup d'État. Et de Gaulle finit par s'y rendre. Il arrive, le général de Gaulle, devant l'Assemblée, il fait son discours, et il sort. Les autres sont stupéfaits, et ils font leur discours dans le vide. Il signifie physiquement que c'est fini. C'est un nouveau jeu maintenant. Ses plus farouches détracteurs, Pierre Mendès France et François Mitterrand, condamnent sa démarche de manière virulente. Mais il est trop tard.
Le nouveau gouvernement est investi le 1er juin par l'Assemblée par 329 voix contre 224. Le lendemain, lors d'un nouveau vote, les parlementaires donnent les pleins pouvoirs à De Gaulle pour 6 mois afin de résoudre la crise qui étrangle le pays. Le général de Gaulle a été le dernier président du Conseil d'une 4e République qu'il n'a cessé de vilipender. Le 3 juin, l'Assemblée nationale vote la loi constitutionnelle. Par cette loi, De Gaulle veut montrer qu'il n'est pas un apprenti dictateur et qu'il se plie aux règles fondamentales de la démocratie. C'est une loi qui donne le pouvoir au général de Gaulle pendant une durée limitée de préparer une constitution et qui met un certain nombre de lignes directrices que devra respecter cette future constitution. La première, c'est d'abord le respect du suffrage universel, qui est l'émanation de la souveraineté populaire. Deuxième condition, la séparation des pouvoirs. Il faut que chacun des pouvoirs, exécutifs et législatifs, ait une autonomie. Troisième condition, très importante, la responsabilité gouvernementale. Il devra être contrôlé par les assemblées. Et ça, c'est le fondement même du régime parlementaire. Quatrième élément, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et le cinquième élément, plus conjoncturel, c'est la transformation de ce qui existe à l'époque sous la 4e République, ce qu'on appelle l'Union française, c'est-à-dire l'ancien empire colonial, en une communauté francophone qui, au fond, sera un peu dérivée de ce qui existait avant. Dès les premiers jours, le général de Gaulle met ses plus proches collaborateurs au travail. Dans la foulée, un comité d'experts est nommé pour rédiger un avant-projet de la Constitution. Michel Debré, son garde des Sceaux, le pilotera. Le premier entretien que mon père a avec le général de Gaulle, c'est juste au moment où le général de Gaulle vient d'obtenir la délégation de pouvoir. Premier objectif, c'est changer la conception du rôle et de la place du président de la République. Deuxième objectif, rétablir un véritable régime parlementaire qui ne repose pas sur la confusion des pouvoirs. Troisième objectif, c'est de faire en sorte de répartir les compétences de la loi et les compétences du règlement. C'est-à-dire, derrière ça, permettre l'élaboration d'un pouvoir gouvernemental autonome. De Gaulle va alors mettre un point d'honneur à aller très vite. Il connaît déjà les grandes lignes de son projet qu'il a évoqué lors de son discours de Bayeux en 1946. L'heure est au changement en profondeur. Le général, c'est un militaire. Il a donné ses ordres. Il a fixé ses objectifs. Il sait que mon père ne les contestera pas, dans la mesure où ses ordres et ses objectifs sont déjà influencé par mon père. Mais le général de Gaulle, il rédige pas vraiment. Il a des idées très précises sur un certain nombre d'éléments qu'il veut dans la Constitution, mais il parle plutôt. Il parle aux autres, il écoute, il fait des commentaires. Il y a après l'équipe de Michel Debré, qui est une équipe composée de jeunes juristes, plutôt du Conseil d'État, qui font la partie technique. Et puis il y a les ministres d'État, qui sont réunis dans ce qu'on appelait un comité interministériel. Guy Mollet, socialiste, Pierre Fimelin, MRP, Louis Jacquinot, indépendant, et Félix Houphouët-Boigny, qui représentait l'outre-mer et qui était plutôt de tendance centriste. Ironie de l'histoire, tous ont eu des postes clés durant la 4e République. Petite équipe, resserré, énergique. On travaille 24 heures sur 24. Le bureau de Michel Debré est éclairé en permanence et avec l'autorité du général de Gaulle. Donc on aboutit beaucoup plus rapidement qu'auparavant à une constitution très homogène, très cohérente et qui va s'imposer très vite. Juin 58, fin août 58, en 2 mois de temps, en fait, le texte est rédigé. On va à l'essentiel. Les conditions de rédaction de la révision constitutionnelle impliquent l'avis d'un comité consultatif. Celui-ci doit être composé de 39 membres. Il est présidé par l'ancien président du Conseil, Paul Reynaud. Ce comité consultatif, c'est aussi l'un des objets du compromis de 1958. Il faut bien comprendre que le général de Gaulle arrive au pouvoir, mais avec l'accord des parlementaires. Ils sont dans ce comité. On ne peut pas, compte tenu de la tradition française des assemblées constituantes, complètement les écarter. Important pour la procédure, pour le décorum, pour l'histoire,
pour les susceptibilités, mais je ne pense pas que ça change grand-chose. Il n'y a pas, au sein du comité consultatif constitutionnel, d'opposition importante à la logique qui est dans le texte du gouvernement. Après un mois de travaux, dans les salons du Palais Royal, les membres du comité consultatif constitutionnel adoptent le texte, moyennant quelques amendements de forme, à l'unanimité moins 4 abstentions. Après le travail du général de Gaulle et du comité interministériel, qui a été décisif. Après le travail du comité consultatif constitutionnel, qui a modifié, qui a ratifié essentiellement ce qui avait déjà été fait, on passe au Conseil d'État, parce que le Conseil d'État, au fond, c'est la validation juridique de ce qui avait déjà été travaillé auparavant. C'est nécessaire, c'est indispensable, mais là aussi, on ne va pas modifier fondamentalement ce qui a été fait auparavant. C'est surtout une ratification de ce qui avait été conçu par le général de Gaulle et Michel Debré. C'est devant le Conseil d'État que Michel Debré a fait le seul véritable exposé des motifs que l'on ait de la Constitution de 1958. Il a parlé pendant plus d'1 heure pour présenter le projet, en expliquant ce que le gouvernement avait dans la tête. Il y a une question qui va être centrale au Conseil d'État, c'est la distinction entre le domaine de la loi et le domaine du règlement. C'est l'article 34, la restriction du domaine de la loi qui a été considérée à l'époque en 1958 comme la révolution juridique. Le fait qu'on dise aux parlementaires, vous ne pouvez plus désormais, eux représentants du peuple, légiférer sur tout et n'importe quoi. Donc c'est ça, en réalité, la véritable fracture entre la Ve et la IVe République. Et là, effectivement, les jeunes conseillers d'État et ceux qui ont participé à la rédaction de ce texte, évidemment, n'avaient pas la référence la IVe République. Donc ça a quand même aidé, évidemment, à la rédaction de ces dispositions. Alors ça a beaucoup heurté le Conseil d'État, parce que c'était totalement contraire à la tradition républicaine et à la tradition française, où le Parlement pouvait tout faire. Là, on disait le Parlement ne pourra pas tout faire. Et donc on a discuté des heures et des heures là-dessus, et ce n'est qu'à la dernière minute qu'on a réussi à trouver des rédactions un peu compliquées, plus longues que ce que souhaitait Michel Debré et le gouvernement, mais ça a été difficile. Seulement le problème, c'est que ce texte constitutionnel, il est le résultat de l'action du gouvernement, et on peut s'interroger sur sa légitimité à ce moment-là. Puisqu'au fond, la seule légitimité qui a donné le pouvoir au général de Gaulle, c'est l'émeute du 13 mai, et sur le plan juridique, c'est un peu douteux au niveau des valeurs. C'est quand même une menace de coup d'État. Et donc, il y a volonté du général de Gaulle de faire approuver par le peuple, par référendum, cette Constitution. À la suite du Conseil d'État, le général de Gaulle présente aux Français, place de la République à Paris, le projet de constitution que le Conseil des ministres a adopté la veille et qui sera soumis à référendum le 28 septembre. On sort du mystère, on sort du silence. Le général de Gaulle va enfin parler. C'est la première fois qu'il va parler sur 2 sujets. Le 4 septembre 1958 est une étape décisive. C'est le jour où le général de Gaulle choisit de présenter aux Français son projet constitutionnel. Fondamental, parce qu'il faut que les Français adhèrent. Ils ont adhéré à la personnalité du général de Gaulle, à l'héroïsme, au prestige du général de Gaulle. Encore faut-il adhérer aux institutions qu'il propose et qui sont en rupture avec ce qu'était la tradition parlementaire de la République depuis la Révolution française. Alors on organise une grande cérémonie, place de la République, lieu emblématique de cette histoire républicaine. Le 4 septembre 1958, référence directe à la proclamation de la Troisième République le 4 septembre 1870. Donc on s'inscrit véritablement dans cette histoire républicaine et parlementaire. Qu'il existe au-dessus des querelles politiques, qu'il existe un arbitre national élu par les citoyens qui ont un mandat public. Le lieu, il est évidemment symbolique, place de la République, ça va avec, sur cette grande place, qui, honnêtement, ce jour-là, n'était pas très, très remplie. Quand on regarde les images complètes, elle n'est pas pleine du tout. Mais
les photographes et la télévision de l'époque fonctionnent bien. Et donc, les Français ont eu véritablement l'impression qu'ils étaient appelés, j'allais dire happés, vers ces institutions de la Ve République. Aux abords de la place de la République, d'autres voix se font entendre. Des communistes, des socialistes, ils sont d'ailleurs dans leur quartier historique. L'Est de Paris, c'est la gauche. Pierre Mendès France, parce que lui, il a une très forte légitimité. Il avait été ministre du général de Gaulle à la Libération. Il a été président du Conseil sous la 4e République. C'est vraiment un homme qu'on respecte beaucoup. Il y a aussi François Mitterrand, qui a été 11 fois ministre sous la 4e République, qui est une figure de la vie politique française. Ces deux hommes-là sont contre. Mais les socialistes, la majorité des socialistes, derrière Guy Mollet, sont favorables aux institutions de la Ve République. Les partis du centre et de la droite sont favorables aux institutions de la Ve République. La campagne pour le référendum est lancée. Elle sera rapide et sera totalement dominée par le général de Gaulle. Il parle d'une France libérée. Une affiche où on voit une Marianne qui avait des chaînes qui sont cassées. Comme ça. Il fait une sorte de tournée de libérateur où il ne rentre pas dans le détail, où il porte un discours qui est un discours de restauration aussi de la grandeur. On va voir des hommes, même de gauche, des socialistes, des hommes du centre, des hommes de la droite libérale, faire campagne au nom du général de Gaulle, au nom des institutions de la Ve République. Les Français adhéraient aux idées du général. Ce référendum a deux enjeux. La question porte sur l'adhésion aux institutions de la Ve République, sur une nouvelle constitution, mais aussi sur le projet qui est lié à cette constitution de créer une nouvelle communauté française sur les décombres de l'empire colonial. Et donc, on dit aux ressortissants de ces territoires ex-coloniaux que s'ils votent pour cette constitution, ils adhèrent donc à ce que sera cette communauté francophone, mais ils ont la possibilité aussi de voter non, auquel cas ils deviendront indépendants. Oui, 21 322 211, proportion de oui 80,7, non 4 767 180, proportion 18,3%. Le 28 septembre, plus de 4 Français sur 5 adhèrent à ces institutions. Un pays d'Afrique, la Guinée, a voté non et s'est donc exclu de la communauté française. La Constitution est promulguée par le président René Coty le 4 octobre 1958. Désormais, il s'agit de mettre en place les institutions. Pour le général de Gaulle, le premier test, c'est d'organiser les législatives. Elles auront lieu le 23 et le 30 novembre de la même année. À cette occasion, il abandonne le scrutin proportionnel de la 4e République. La 4e République, qui était un régime des partis, avait voulu instaurer un scrutin proportionnel, de manière à ne léser aucun des partenaires des coalitions gouvernementales qui étaient au pouvoir. Pour le général de Gaulle, l'état d'esprit est différent. Ce qui lui importe, c'est de construire une majorité stable et importante pour que le pouvoir exécutif puisse justement initier sa politique. Et donc, le scrutin qui est choisi, c'est un scrutin majoritaire de circonscription, on appelle ça uninominal, parce qu'il correspond justement à la volonté pour le général de Gaulle de construire une véritable majorité présidentielle. La campagne de 58, elle se fait sur d'abord des nouveaux candidats. Il y a un grand coup de balai de ceux qui étaient déjà là sous la 4e. Il y en a qui ont survécu, quand même. Mais le phénomène de nouveauté, des nouveaux candidats qui surgissent, allez, on change, on oublie le passé. Les Français suivent l'homme du référendum. Toutes les grandes figures de la 4e République sont battues. D'Édouard Daladier à Pierre Mendès France, en passant par François Mitterrand ou bien encore le communiste Jacques Duclos. Le général de Gaulle a gagné son pari. La nouvelle République est sur les rails avec une majorité gouvernementale. Et nouveauté, ces élections législatives vont permettre la mise en place d'un parlementarisme rationalisé. C'est une expression qui date de l'après-Première Guerre mondiale, qui consiste à dire le Parlement est là, le Parlement a deux fonctions fondamentales, voter la loi, contrôler le gouvernement, ça, il y a un accord total là-dessus depuis toujours, mais en même temps,
il faut que les règles relatives au fonctionnement du Parlement, les règles relatives aux relations entre le Parlement et le gouvernement soient organisées de telle manière qu'il y ait la plus grande stabilité possible pour le gouvernement et qu'en tout cas, le Parlement soit dans une situation où il ne bloque pas le travail gouvernemental. C'est-à-dire un Parlement où on discute moins, on délibère moins, on passe moins de temps à des grandes controverses, où l'exécutif, qui devient gouvernant, donc autonome, a plus de poids. Et l'exécutif prend désormais ses marques. Les nouvelles institutions ne remettent pas en cause le mode d'élection du président de la République, ni la durée du mandat présidentiel. Par rapport aux institutions de la Troisième et de la Quatrième République, dans lesquelles seuls les parlementaires élisaient le chef de l'État, le collège électoral présidentiel est élargi aux conseillers généraux, aux membres des assemblées des territoires d'outre-mer et aux représentants d'élus des conseils municipaux. Le général de Gaulle est élu par un collège d'environ 80 000 personnes qui sont pour l'essentiel des délégués des conseils municipaux. Face aux candidats en lice, l'élection se résume à une formalité. Le 21 décembre 1958, Charles de Gaulle est élu président avec 78,5% des suffrages face au communiste Georges Marade et au mathématicien Albert Châtelet qui ont fait de la figuration. Ça lui donne une assise un peu plus importante que ne l'était celle des présidents de la Troisième ou de la Quatrième République. Le 8 janvier 1959, Charles de Gaulle est investi président de la République. Il est alors salué en ces termes par René Coty. Le premier des Français est désormais le premier en France. Le nouveau président de la République nomme Michel Debré Premier ministre. Et le général va imposer sa signature très rapidement. Il va, avec René Coty, à l'Arc de Triomphe pour ranimer la flamme du soldat inconnu. Ensuite, il repart à l'Élysée seul, en abandonnant René Coty, sans s'occuper de lui le moins du monde. Au fond, il n'accepte pas d'être le successeur de René Coty, qu'il ne tient pas personnellement en grande estime. Il est le premier président d'une Ve République qui vient de naître, et donc, comme il le dira dans ses mémoires d'espoir, « Me voici désormais à l'Élysée, les institutions sont acceptées, de l'Élysée, comment vais-je les modeler ?» L'homme du 18 juin aime les symboles, et il s'agit de marquer de son empreinte la Constitution. Dès les premières lignes, les pouvoirs du président de la République sont définis dans le titre 2 de la Constitution, alors qu'il n'apparaissait qu'en 5e position dans la précédente. Le président de la République a la première place des institutions, ce qui montre aussi immédiatement la volonté du constituant et des rédacteurs de la Constitution d'accorder une place particulière au chef de l'État. La priorité, président de la République et le gouvernement, c'est la priorité de l'exécutif, donc de la stabilité, donc de l'efficacité de l'action gouvernementale. C'est pour ça d'ailleurs que Michel Debré utilisera l'image architecturale du président de la République, clé de voûte. C'est-à-dire, vous voyez, il y a la force parlementaire, il y a la force gouvernementale, et ce qui tient, c'est le président. Dans l'esprit du général et dans sa pratique, c'est le chef de l'État qui est le véritable chef du gouvernement. La primauté du président de la République ressort à plusieurs reprises dans la Constitution, notamment dans l'article 5. Ce qu'il faut retenir de l'article 5, c'est que c'est le gardien ou le garant politique de la Constitution. Des institutions, du bon fonctionnement des institutions, de l'intégrité du territoire, des traités. C'est-à-dire que c'est véritablement une disposition qui donne et légitime, quelque part, l'usage par le président de la République de compétences extraordinaires, mais des compétences réelles, par exemple le droit de dissolution, par exemple l'appel au peuple avec le référendum, par exemple la nomination du Premier ministre. La Constitution de 1958 a donc posé les premières briques de la Ve République. Mais le général de Gaulle voit plus loin. Il a déjà un coup d'avance et l'élabore dans le secret des ministères. Il a dit « Les hommes politiques en face de moi jouent à la belote, mais moi, je joue au poker. » Sa première carte, il la joue en 1960 face à des députés hostiles à son projet de dissuasion nucléaire
il demande au Premier ministre Michel Debré d'utiliser pour la première fois la procédure de l'article 49.3. Alors l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, met les parlementaires dans l'obligation soit d'accepter le texte du gouvernement, soit de censurer le texte du gouvernement. Plus exactement, de quoi il s'agit? Face à l'absence d'une majorité sur un texte donc controversé, mais considéré comme étant décisif, essentiel par le pouvoir exécutif, le gouvernement engage sa responsabilité sur le texte qui oblige l'opposition de déposer une motion de censure. S'il n'y a pas de dépôt de motion de censure, le texte est considéré comme adopté. Un an plus tard, dans la nuit du 21 avril 1961, les généraux français Zeller, Chasles, Jouhaud et Salan prennent le contrôle d'Alger. Pour mettre un terme à la crise, De Gaulle s'adresse aux Français le 23 avril à la télévision. Il s'attribue en direct les pleins pouvoirs, comme prévu par l'article 16 de la Constitution. L'article 16, c'est le prolongement de l'article 5. C'est-à-dire que lorsque l'article 5 est en cause, lorsque l'intégrité du territoire est en cause, lorsque la continuité des pouvoirs publics est en cause et sont menacés, etc., bon, on peut utiliser ces pouvoirs exceptionnels. On retrouve là aussi du style de Gaulle. C'est un article qui donne quand même les pleins pouvoirs à un homme dans des situations de crise. Et quand je dis les pleins pouvoirs, c'est vraiment les pleins pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Tout. L'armée, les pouvoirs civils, les préfets, la police, etc. C'est ce qu'on appelle un pouvoir d'exception. L'article 16, son origine, ce sont les souvenirs de 1940. Hein. Il faut toujours se souvenir que ceux qui écrivent la Constitution de 58 avaient 20 ans de moins en 1938, c'est-à-dire au moment de la crise de Munich et du déclenchement de la guerre. Et c'est très très présent dans leurs esprits et dans leurs réactions. C'est l'idée que lorsque la France est en péril, il faut que le président de la République puisse l'incarner complètement. L'article 16 est une réponse à l'histoire parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans notre pays. On ne sait pas. Je veux dire qu'un pays, c'est pas une eau dormante. Après la signature des accords d'Évian du 18 mars 1962, qui met fin à 8 ans de guerre entre l'Algérie et la France, le général de Gaulle va montrer une nouvelle fois qu'il est le maître du jeu. En désaccord avec Michel Debré sur la question algérienne, il décide alors de l'écarter. Le président de la République demande au Premier ministre Michel Debré de démissionner, alors que l'Assemblée nationale vient de lui voter la confiance à une forte majorité. Donc, il montre qu'il néglige le vote de l'Assemblée nationale. S'il appartient bien au président de la République et à lui seul de nommer le Premier ministre, il n'a pas le pouvoir de le destituer. Seule l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement par des procédures bien définies, soit en lui refusant la confiance lorsqu'il engage sa responsabilité, soit en votant une motion de censure entraînant sa chute. C'est-à-dire que pour faire tomber un gouvernement, il ne faut pas assembler les gens qui sont contre, il faut que les gens qui sont contre puissent avoir la solution de remplacement. Ce sont les mécanismes qui régissent les articles 49 et 50 de la Constitution. Mais le général de Gaulle va passer outre. Par rapport au général de Gaulle qui expliquait en 58 devant le comité consultatif constitutionnel que jamais un président de la République pouvait virer un Premier ministre parce que ça voudrait dire qu'on est dans un autre type de régime, là, il le fait tranquillement et il nomme un Premier ministre sans même demander l'avis du Parlement. On a compris en 62 que c'était ça la Ve République. Voilà. Il va nommer pour remplacer Michel Debré, Georges Pompidou, que personne, sauf le petit cénacle des initiés, ne connaît, qui n'est pas parlementaire, qui n'est pas un homme politique, qui a comme principale garantie pour le général de Gaulle d'avoir été son directeur de cabinet. Ça présente une autre vertu pour le président de la République et un chef de gouvernement, c'est que il n'y a pas de pression particulière, de chantage particulier du ministre vis-à-vis du chef du gouvernement et vis-à-vis du président de la République. Et le général de Gaulle voulait que les ministres soient indépendants des parlementaires, ne soient pas sous influence des parlementaires et soient même détachés du Parlement. C'est pourquoi d'ailleurs le général de Gaulle a recruté de très nombreux ministres pendant l'exercice de ce pouvoir en dehors du Parlement. Renforcer le pouvoir de l'exécutif, le solidifier, c'est toute l'ambition du général de Gaulle. C'est à ce moment-là que le général de Gaulle se dit il faut qu'on passe à l'élection au suffrage universel direct. C'est la seule façon d'assurer la pérennité de la primauté présidentielle.
Mais un autre événement va renforcer sa conviction. Le 22 août 1962, le général échappe miraculeusement à un attentat au Petit Clamart organisé par les partisans de l'Algérie française. Une question désormais se pose, et si De Gaulle venait à disparaître, que se passerait-il? C'est l'attentat du Petit Clamart qui fait dire au général de Gaulle « Attention, j'aurai un successeur, il faut préparer la légitimité de ce successeur. Pour moi, pas de problème, j'avais cette légitimité, ce prestige de héros du 18 juin 1940, mais ceux qui vont me suivre auront besoin d'une légitimité du suffrage universel pour s'imposer aux assemblées. » Il est persuadé qu'il faut aller vite, car il est mortel, d'autant plus que certains veulent sa mort politique et d'autres sa mort physique. Et c'est comme ça qu'on va rentrer dans le référendum de 1962 sur l'élection du président de la République au suffrage universel. Pour réviser la Constitution dans le texte de 1958, il y a une disposition particulière. C'est l'article 89. La marge de manœuvre est étroite. Alors comment imposer cette révision à une classe politique qui n'en veut pas? Cette disposition particulière permet au président de la République d'engager un processus de révision à deux conditions. La première, c'est qu'il y a un accord en termes identiques entre les députés et les sénateurs. Et la deuxième, il faut que ce texte soit ratifié soit par 3/5 des parlementaires réunis à Versailles, en congrès, soit par référendum. De Gaulle est certain que le texte ne sera pas voté dans les termes identiques par les deux chambres. Lors du Conseil des ministres du 12 septembre 1962, il propose de recourir à l'article 11, en vertu duquel le président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Le 20 septembre, il présente son projet aux Français. Mais, comme toujours, je ne peux et ne veux rien accomplir qu'avec votre concours, comme toujours. Je vais donc bientôt vous le demander. Alors, comme toujours, c'est vous qui en déciderez. La quasi-totalité des juristes est hostile à la méthode employée par le général de Gaulle. Les juristes y réagissent plutôt sur les modalités de la révision de la Constitution, puisque le général de Gaulle va utiliser l'article 11 de la Constitution, qui est un article prévu pour faire un référendum législatif, et il ne va pas utiliser l'article 89 de la Constitution, qui est l'article prévu pour réviser la Constitution. Donc les juristes disent, en substance, là, il y a une violation des règles constitutionnelles. Le Conseil d'État émet alors un avis défavorable à l'utilisation de l'article 11. Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent. Quant à la classe politique, elle est vent debout contre le projet de révision. Cette annonce va faire l'unanimité pratiquement contre le général de Gaulle, à la seule exception de son propre parti, du parti gaulliste de l'UNR. Le Parti communiste se déclare évidemment contre cette idée. Les autres partis politiques, des socialistes aux indépendants, en passant par les radicaux, les MRP, etc., vont constituer un cartel des non pour demander aux Français de voter non à cette réforme constitutionnelle. À la tête du cartel des non, on trouve notamment le président du Sénat, Gaston Monnerville. Au congrès du Parti radical, le 29 septembre, ce dernier qualifie de forfaiture la méthode employée par De Gaulle. Mais celui-ci est inflexible et c'est ce qui conduit l'Assemblée nationale à voter le 5 octobre une motion de censure contre le gouvernement Pompidou. Le cartel des non, c'est un collier d'hommes politiques, la plupart de la 4e, et ces gens-là ne se sont pas rendus compte que dans l'esprit du public, c'était le passé contre l'avenir. Parce qu'ils avaient été très cités, connus, utilisés, mis en avant sous la 4e République. Ils avaient tous été 10 fois, 15 fois, 20 fois ministres sous la 4e. Ils arrivaient là, usés. Pour eux, le régime politique de la France ne peut être qu'un régime dans lequel la clé de voûte des institutions, c'est pas le président de la République, c'est le Parlement. À la tribune de l'Assemblée nationale, j'ai senti physiquement que le mauvais génie d'autrefois était de nouveau présent dans l'hémicycle.
J'ai vu la grande majorité de l'Assemblée nationale, depuis les communistes inclus, jusqu'aux sympathisants de l'OAS également inclus. Je les ai vus animés moins par le désir d'exercer un droit de contrôle légitime de la politique du gouvernement que par la passion de renverser tout ce qui s'oppose au règne exclusif des partis. Qui est-ce qui est visé? C'est pas Pompidou. Celui qui est visé, c'est le président de la République. Et c'est d'ailleurs ça qui amène la crise. C'est-à-dire que c'est le seul gouvernement renversé de la Ve République, mais c'est aussi, immédiatement derrière, une dissolution. C'est que les parlementaires croient encore qu'il est possible d'atteindre le président de la République à travers son Premier ministre. Le général réplique aussitôt. Alors que le gouvernement Pompidou a été mis en minorité, il le reconduit dans ses fonctions et prononce la dissolution de l'Assemblée nationale. De nouvelles élections législatives sont prévues pour les 18 et 25 novembre 1962, mais avant cela, De Gaulle va consulter les Français par référendum. La campagne du référendum de 62, elle se fait sur le suffrage universel. N'oubliez pas, la majorité c'est vous, un thème qui sera repris en 67. La majorité c'est vous, c'est-à-dire que chaque Français se sent concerné par les décisions du chef de l'État. L'état d'esprit des Français, c'est une immense reconnaissance au général de Gaulle d'avoir arrêté la guerre d'Algérie, et puis également une reconnaissance du fait que depuis son arrivée au pouvoir, la France a une vision internationale qu'elle n'avait pas auparavant, que le général de Gaulle est une voix qu'on écoute, que l'économie française se porte bien, que le contrôle de l'État sur l'économie permet une augmentation permanente des revenus. Donc il y a à la fois des opposants, incontestablement, au nom des principes politiques, et en même temps une satisfaction des Français sur les résultats de l'action du président de la République. Et c'est sur cette balance-là que va se dérouler le référendum d'octobre 1962. Le oui l'emporte. Alors, avec un peu plus de 60% des suffrages, on n'a pas une majorité aussi éclatante qu'en 1958 pour les institutions de la Ve République, mais c'est quand même une majorité confortable, 60% des suffrages exprimés en faveur donc, de cette révision constitutionnelle. Et donc, ça donne un surcroît de légitimité, un surcroît de prestige au général de Gaulle. Les partis traditionnels sont battus. Et ils le seront de nouveau aux élections législatives des 18 et 25 novembre. L'UNR gaulliste et leurs alliés, les républicains indépendants, obtiennent la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. C'est une nouvelle victoire du général de Gaulle. C'est quand même la première fois qu'on a une vraie majorité à l'Assemblée nationale. Les élections du 18 et du 25 novembre donnent une majorité qui va être stable, cohérente et homogène. C'est un grand événement dans la vie politique française. C'est là qu'on rentre dans le nouveau monde. Avant, c'est des tâtonnements. Avant, c'est des histoires de conjoncture. Avant, on est encore pendant la guerre d'Algérie. Donc, beaucoup de choses s'expliquent par la peur des conséquences de la guerre d'Algérie. À partir de 62, on est vraiment sous la Ve République. C'est ce que Raymond Aron a appelé, je crois à juste titre, la deuxième naissance de la Ve République. Si vous voulez. La Constitution est née en 1958. La Ve République, en tant que régime politique, avec le poids de son président et son système majoritaire, même y compris ses périodes de cohabitation, est née à l'automne 1962. À la fin de l'année 62, De Gaulle a réalisé le grand chelem. Il a ses institutions de la Ve République, il a la présidence de la République qui désormais sera concrétisée, enracinée, couronnée par le suffrage universel, et puis il a une majorité parlementaire totalement à ses ordres. Il va pouvoir véritablement mettre en œuvre toutes ces réformes et, je dirais, exercer la Constitution de la Ve République dans toute sa plénitude. La Constitution de 1958 porte indéniablement l'empreinte du général de Gaulle. Si elle n'a pas encore battu le record en durée de la Troisième République, elle a permis à la France d'être gouvernée démocratiquement, bien au-delà de la disparition du général. Il reste une constitution qui s'adapte aux contextes nationaux, internationaux, économiques, politiques, sociaux, qui résiste à tout.
Les alternances, les cohabitations. Il faut bien constater que la Constitution de la Ve République est une sorte de véhicule tout-terrain parce qu'elle s'adapte à toutes les situations politiques depuis 60 ans. La grande force de cette Constitution de la Ve République, c'est d'avoir été suffisamment ambigu dans sa formulation pour lui permettre de s'adapter à plusieurs époques. La Ve République, c'est à la fois le temps pour gouverner, la légitimité qui permet la continuité de l'action, en même temps le contrôle populaire.